Je m'appelle Iris, j'ai 32 ans. Il y a 10 ans, lors de la nuit la plus pluvieuse de l'année, mon père m'a jeté hors de chez lui, avec une valise déchirée et seulement 47 € en poche. Ce n'était pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'avais osé lui demander ce que mon frère recevait sans poser de questions, les frais de scolarité pour l'université. À partir de cette nuit-là, mon père a raconté à tout le monde, à quiconque voulait bien l'écouter, que j'étais mentalement instable. Il disait que je ne pouvais pas garder un emploi, que la famille avait tout essayé, mais que je refusais tout traitement. Pendant 10 ans, je suis restée silencieuse. Pendant 10 ans, j'ai bâti ma carrière en partant de rien, alors que lui, de son côté, construisait un mensonge élaboré sur mon identité. Puis, un jour, j'ai été nommé pour le plus grand prix de mon industrie, lors d'une cérémonie diffusée en direct devant des centaines de milliers de spectateurs. Quand ils ont appelé mon nom, et que je me suis avancé sur cette scène, je savais exactement ce que j'allais dire. Et mon père, lui, regardait la télévision, entouré de chaque personne à qui il avait menti pendant une décennie. Avant de vous raconter la suite, si cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir comment tout cela se termine. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours curieuse de savoir quel coin du monde nous écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière, la nuit qui a tout changé. La pluie tombait si fort, que je pouvais à peine voir à 1 mètre devant moi. Je me tenais sur le perron de la maison de mes parents, dans le Connecticut, avec la vieille valise de ma grand-mère à mes pieds, sa fermeture éclair cassée à force d'avoir fourré mes vêtements trop vite. À travers le verre biseauté de la porte d'entrée, je pouvais voir le lustre du foyer, celui en cristal de Waterford, que ma mère avait choisi pour leur 25e anniversaire. Il brillait encore d'une lueur chaude et dorée, mais le pêne dormant de la porte s'était déjà verrouillé. 30 minutes plus tôt, j'étais à l'intérieur de cette maison, entouré de 32 membres de ma famille élargie pour fêter les 80 ans de mon grand-père. 30 minutes plus tôt, je croyais encore que, si je demandais de la bonne manière, mon père finirait par me juger digne du même investissement qu'il avait fait pour mon frère. J'avais tort. Laissez-moi revenir 2 heures avant de me retrouver sous cette pluie. La fête avait lieu chez Castellano, le restaurant italien préféré de mon grand-père, le genre d'endroit avec des nappes blanches et des serveurs qui se souviennent de votre nom. Mon père avait loué toute la salle du fond. 32 couverts. Un Chianti qui coûtait plus cher par bouteille que mon budget de course hebdomadaire. Un gâteau à 3 étages provenant de la meilleure pâtisserie de Hartford. J'avais conduit 4 heures depuis mon appartement près du campus pour être là. J'avais 22 ans, j'étais dans mon dernier semestre de licence, et je venais de recevoir la lettre qui était censée changer ma vie. Une admission dans l'un des meilleurs programmes d'architecture du pays. Un cursus complet, 45 000 € par an. J'avais répété ce que j'allais dire à mon père pendant des semaines. J'avais choisi ce moment avec soin, entouré de la famille, dans une atmosphère de fête. Je pensais qu'il serait de bonne humeur. Je pensais que la présence de témoins le rendrait plus raisonnable. J'étais si naïve. J'ai attendu que le gâteau soit coupé et que le café soit servi. Je me suis approché de mon père doucement, j'ai touché son coude, et j'ai demandé si nous pouvions nous parler en privé un instant. Il s'est tourné vers moi, sa Rolex accrochant la lumière, et a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Quoi que tu aies à dire, dis-le ici », a-t-il annoncé, assez fort pour que les tables voisines entendent. Nous sommes tous en famille. J'aurais dû m'éloigner, mais j'avais 22 ans, et je croyais encore qu'il pourrait dire oui. Alors, je lui ai parlé de l'admission, du programme, de ce rêve pour lequel j'avais travaillé si dur, et de mon espoir, juste un espoir, qu'il puisse envisager de m'aider comme il avait aidé Derek. Mon frère Derek, 18 ans, était assis 3 sièges plus loin. Il venait de recevoir une BMW toute neuve pour son anniversaire. Ses frais de scolarité, pour les 4 ans, avaient été payés en totalité avant même qu'il ne soit diplômé du lycée. Il n'avait jamais eu à demander quoi que ce soit. L'expression de mon père n'a pas changé. « T'aider » a-t-il répété. « Comme j'ai aidé Derek ?» Et puis, il a ri. Ce qui s'est passé ensuite repasse encore dans mon esprit, comme un film que je ne peux m'empêcher de revoir. Mon père s'est levé de sa chaise, et soudain, tout le monde à la table nous regardait. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, mon grand-père tenant encore sa tasse de café. Ma mère,
son foulard Hermès parfaitement ajusté, les yeux fixés sur son assiette. Tu penses avoir droit à la même chose que ton frère? La voix de mon père résonnait dans toute la salle. Derek est mon fils. Il va porter le nom de cette famille. Il va bâtir quelque chose. Et toi? Il a fait un geste méprisant vers moi. Tu es une fille. Tu vas te marier, prendre le nom de quelqu'un d'autre et élever ses enfants. Pourquoi gâcherais-je de l'argent pour un diplôme que tu n'utiliseras jamais? J'ai senti mon visage brûler. 32 personnes me fixaient. Papa, ai-je chuchoté. Pouvons-nous, s'il te plaît, parler de cela en privé? Il n'y a rien à discuter. Il parlait plus fort maintenant, s'assurant que tout le monde entende. Tu veux de l'argent? Va le gagner toi-même. Derek n'a jamais eu à mendier quoi que ce soit, parce que Derek connaît sa place. Toi, tu ne sais même pas ce que tu es. J'ai regardé Derek. Il fixait son téléphone, faisant semblant de ne rien entendre. J'ai regardé ma mère. Elle réajustait la serviette sur ses genoux. J'ai regardé mon grand-père, espérant, priant pour qu'il intervienne. Il avait toujours été gentil avec moi. Il m'avait toujours dit que j'étais intelligente. Il s'est raclé la gorge. Howard, a-t-il dit à mon père. Ne gâchons pas la fête. C'était tout. C'était tout ce qu'il a dit. Mon père s'est penché tout près de mon oreille, et son parfum, du Tom Ford à 200 € la bouteille, m'a donné la nausée. Je t'enverrai mes raisons par email, a-t-il murmuré. Pour que tu comprennes bien ta place dans cette famille. 3 jours plus tard, assise dans une chambre louée qui coûtait 400 € par mois, j'ai ouvert cet email. Il était pire que tout ce qu'il avait dit à voix haute. Je me souviens encore de chaque mot. Je l'ai lu tellement de fois, au cours de la dernière décennie, qu'il est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice. Iris, tu es née fille. C'est la réalité. Tu n'as pas le droit d'exiger ce qui appartient à ton frère. Derek est l'avenir de cette famille. Toi, tu n'es qu'un élément destiné à être donné à une autre famille. Ne me recontactez pas, à moins que tu ne sois prête à t'excuser pour m'avoir humilié devant tout le monde. Je suis restée assise sur le matelas fin de ma chambre louée, mon bol de ramen instantané refroidissant sur le bureau à côté de moi. J'ai lu ces mots encore et encore. L'écran de mon ordinateur est devenu flou. J'ai réalisé que je pleurais. Mon doigt a survolé le bouton au supprimer, mais quelque chose m'a arrêté. Un instinct que je ne pouvais pas nommer à l'époque. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur enregistrer. J'ai créé un dossier, et je l'ai nommé épreuve. Je ne savais pas pourquoi je l'enregistrais. Je savais juste que j'avais besoin d'une preuve. Une preuve que je n'étais pas folle. Une preuve que les choses qu'il disait étaient réelles. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé. Elle a attendu que mon père soit sorti de la maison. Je pouvais le deviner à sa façon de chuchoter, à la manière dont elle s'arrêtait pour écouter les bruits ambiants. Iris, chérie. Sa voix était lourde de larmes. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et je sais que ce que ton père a fait n'était pas correct. Alors pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Tu étais juste assise là, maman. Tu n'as pas dit un seul mot. Silence. Tu sais comment est ton père, a-t-elle fini par dire. Si je t'avais défendu, il aurait. Je n'ai nulle part où aller, Iris. Je n'ai pas mon propre argent. Je n'ai pas. Je comprends, ai-je répondu. Et c'était vrai. Je comprenais que j'étais complètement seul. Mais ma mère a ajouté une chose avant de raccrocher, une chose que je n'ai pleinement comprise que bien plus tard. Iris, a-t-elle murmuré. Ton père est en train de raconter des choses sur toi aux gens, des choses qui ne sont pas vraies. Je ne sais pas comment l'arrêter. Quelle chose? Elle n'a pas répondu, elle a juste dit qu'elle m'aimait et a raccroché. 2 mois plus tard, j'ai découvert exactement ce qu'elle voulait dire. J'étudiais pour mes examens finaux dans mon minuscule appartement, quand mon téléphone a sonné. C'était ma tante Hélène, la sœur cadette de ma mère. Elle avait toujours été chaleureuse avec moi, m'offrant toujours un dessert supplémentaire lors des dîners de famille. Iris, ma puce, a-t-elle dit, sa voix débordante d'inquiétude. Comment te sens-tu? Est-ce que tu reçois l'aide dont tu as besoin?
J'ai froncé les sourcils. De l'aide? Que veux-tu dire? Ton traitement? Ma chérie, ton père nous a parlé de ta condition. Il a dit que tu luttais depuis que tu étais jeune, et que c'est pour ça que tu as quitté la maison. Il a dit que la famille avait tout essayé, mais que tu refusais de te soigner. La pièce a semblé vaciller. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Tante Hélène, je n'ai aucune condition. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais... Oh, chérie. Sa voix était apaisante, comme celle qu'on utilise pour parler à un enfant effrayé. C'est bon. Tu n'as pas à avoir honte. La maladie mentale n'est pas quelque chose dont on doit être embarrassé. Nous prions tous pour toi. J'ai appelé 3 autres parents ce soir-là. Ils avaient tous entendu la même histoire. Mon père avait été minutieux. Ma cousine Sarah m'a lu un message provenant de notre groupe familial, celui dont j'avais été exclu. Les mots de mon père, envoyés à plus de 40 personnes, s'il vous plaît, ne contactez pas Iris. Elle traverse une grave crise de santé mentale. Toute stimulation pourrait aggraver son état. Nous avons tout essayé. Priez simplement pour elle. C'est là que j'ai compris. Mon père ne se contentait pas de me punir pour être parti. Il était en train de m'effacer. J'avais 2 choix. Je pouvais appeler chaque personne à qui il avait menti. Je pouvais crier la vérité sur tous les toits. Je pouvais leur transférer son email, leur montrer ce qu'il avait réellement dit, et exiger qu'ils me croient, moi plutôt que lui. Ou alors, je pouvais rester silencieuse. J'ai passé 3 jours à y réfléchir. 3 jours sans presque manger ni dormir, à arpenter ma chambre à 400 € et à imaginer tous les scénarios possibles. Si je me battais maintenant, que se passerait-il? J'avais 22 ans. Je n'avais pas d'argent, pas de diplôme, pas de réputation propre. Mon père était Howard Mercer, un entrepreneur prospère, membre de 3 conseils d'administration d'œuvres caritatives, un homme qui avait bâti des relations dans notre communauté depuis 30 ans. Il avait des partenaires de golf qui étaient juges. Il avait des associés en affaires qui étaient conseillers municipaux. Qui me croirait? Une fille mentalement instable n'ayant rien à son nom, accusant son père respectable de mensonge? Je voyais déjà comment cela se terminerait. Il secouerait la tête avec tristesse. Il dirait à quel point c'était tragique, et comment la maladie m'avait rendue délirante. Mon père jouerait le rôle du parent souffrant, et tout le monde le réconforterait d'avoir une fille si difficile. Je ne pouvais pas gagner ce combat. Pas encore. Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé le dossier que j'avais créé, celui nommé épreuve. J'y ai déplacé l'email de mon père. Ensuite, j'ai repris mon téléphone, et j'ai fait des captures d'écran de chaque message que ma tante m'avait lu, de chaque message de proches exprimant leur inquiétude. J'ai tout sauvegardé. Je ne savais pas quand je m'en servirais. Je ne savais pas comment. Je savais seulement qu'un jour, j'aurais quelque chose qu'il n'avait pas en ce moment, la preuve de qui j'étais vraiment. Non pas mes paroles, mais mon travail. Et quand ce jour viendrait, je n'aurais pas besoin de crier. La vérité parlerait d'elle-même. Je me suis jeté corps et âme dans le travail. J'ai contracté des prêts fédéraux pour mes frais de scolarité. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'ai cumulé 2 emplois à temps partiel, l'un dans un café de 6h à 10h du matin, l'autre à la réception d'un cabinet de design de 18h à 22h le soir. Entre les deux, j'étudiais. Je dormais 4 heures par nuit, les bons jours. Mes notes n'ont pas chuté. Au contraire, elles se sont améliorées. Il s'avère que rien n'égale la rage pour stimuler la productivité. C'est au cours de ma 2e année que j'ai rencontré Eleanor Vance. Elle était conférencière invitée ce semestre-là, une figure légendaire dans le monde de l'architecture. Elle avait 70 ans, une carrière s'étalant sur 5 décennies, et des prix couvrant tout un mur de son bureau. Elle avait conçu des musées dans 3 pays différents. Elle avait fait la couverture de tous les magazines de design importants. Elle avait également été l'une des premières femmes à s'imposer dans un domaine qui lui répétait qu'elle n'y avait pas sa place. Après l'une de ses conférences, elle m'a arrêté alors que je rangeais mon sac. « C'est vous qui avez fait le projet Morrison, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Le concept de réutilisation adaptative. J'ai hoché la tête, surprise qu'elle connaisse même mon nom.
C'était exceptionnel, a-t-elle ajouté. Elle m'a scruté de ses yeux gris et perçants. Parlez-moi de votre parcours. J'ai hésité. J'étais devenu doué pour éluder cette question. Ma famille ne soutient pas ma carrière, ai-je finalement répondu. Nous ne sommes pas en contact. La plupart des gens auraient insisté, demandé pourquoi, offert leur sympathie, ou rendu le moment gênant. Eleanor, elle, s'est contentée d'un hochement de tête. Mon père me disait que les femmes ne devaient pas être architectes, a-t-elle dit. Il ne m'a pas adressé la parole pendant 15 ans après mon inscription à l'école. Elle m'a tendu une carte de visite. J'ai un studio en ville. Venez faire un stage chez moi cet été. Ce n'est pas payé, mais je vous apprendrai tout ce que je sais. J'ai pris la carte. Madame Vance, ai-je dit. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Elle a souri. En fait, je pense que si. Eleanor ne m'a pas seulement enseigné l'architecture. Elle m'a appris la patience, la stratégie, le jeu sur le long terme. Le succès est la meilleure réponse aux personnes qui doutent de vous, m'a-t-elle confié un jour, autour d'un café dans son studio. Non pas parce que cela prouve qu'ils ont tort, même si c'est le cas, mais parce que cela prouve que vous avez raison vis-à-vis de vous-même. J'ai porté ces mots avec moi pendant les 10 années suivantes. Année 1 et 2, j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs. Mon père n'était pas présent. Je ne m'y attendais pas. Année 3 à 5, j'ai débuté comme designer junior dans un petit cabinet, gagnant à peine assez pour rembourser mes prêts étudiants. Mais je travaillais plus dur que n'importe qui d'autre. Je restais plus tard. Je prenais les projets dont personne ne voulait. Ma première conception en solo, la rénovation d'un café-boutique, a remporté un prix local. Année 6 à 8, Eleanor m'a recommandé pour un studio prestigieux à Chicago. J'ai traversé le pays avec 2 valises et un dossier rempli de dessins. En moins de 18 mois, j'étais designer senior. En moins de 3 ans, je dirigeais ma propre équipe. Année 9 et 10, directrice associée. Mon nom apparaissait sur des projets publiés dans des magazines nationaux. On m'invitait à parler lors de conférences. J'avais une réputation bâtie entièrement sur mon propre travail. Et pendant tout ce temps, mon père n'a jamais cessé. Chaque année, il affinait son histoire. Chaque année, il ajoutait de nouveaux détails à partager avec quiconque l'interrogeait sur sa fille. Elle est instable. Elle ne peut pas garder un emploi. La famille a tout essayé. Quel drame. Je le savais parce que des gens me le rapportaient. Un ancien partenaire d'affaires de mon père m'a croisé lors d'un événement du secteur à Chicago, une fois. Il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Vous êtes Iris Mercer, a-t-il dit. La fille de Howard? Mais il m'a dit que vous étiez. Que vous ne pouviez pas. Je ne pouvais pas quoi, ai-je demandé calmement. Il n'a pas fini sa phrase, mais j'ai vu la confusion dans ses yeux. La première fissure dans le récit soigneusement construit par mon père. J'ai souri et lui ai tendu ma carte de visite. L'invitation au mariage est arrivée dans ma boîte aux lettres un mardi. J'avais 29 ans. Je vivais à Chicago depuis 3 ans. J'avais un appartement avec de vrais meubles que j'avais choisis moi-même, une carrière dont j'étais fier, et une vie totalement séparée de la famille que j'avais laissée derrière moi. L'enveloppe était en papier cartonné crème et épais, mon nom écrit dans une calligraphie élégante. À l'intérieur, une invitation officielle pour le mariage de Derek Michael Mercer et Amanda Louise Patterson. Pas de mots personnels, pas de « nous aimerions te voir » ou « cela fait trop longtemps ». Juste mon nom sur une liste, comme n'importe quelle connaissance lointaine. J'ai retourné l'invitation. Au dos figurait la liste du cortège nuptial. Howard et Margaret Mercer, parents du marié. C'était tout. Aucune mention d'une sœur. Mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère est apparu sur l'écran. Elle m'appelait encore une fois tous les quelques mois. Toujours quand mon père n'était pas là, toujours avec ce même mélange d'amour et d'impuissance. « Est-ce que tu as reçu l'invitation » a-t-elle demandé avant même que je ne puisse dire bonjour. « Oui, je l'ai reçue. »« Est-ce que tu viendras ?» Sa voix était fragile, pleine d'espoir. « S'il te plaît, Iris. Cela fait si longtemps. Tu me manques tellement. » Maman, j'ai hésité. « Est-ce qu'il veut seulement que je sois là ?» Silence.
Puis, ton père ne sait pas que Derek t'a envoyé une invitation. Derek l'a fait de son propre chef. Mais moi. Je veux que tu sois là. J'ai besoin de voir ma fille. Elle a marqué une pause, et quand elle a repris la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. S'il te plaît, ne fais rien pour embarrasser ton père. Ne fais pas de scène. C'est le jour de Derek. J'ai regardé l'invitation dans ma main. 7 ans de silence, et voilà mon accueil. Viens à la fête. Reste invisible. Ne cause pas d'ennui. Je serai là, ai-je dit. Mais je n'allais pas rester invisible. J'allais voir de mes propres yeux ce que mon père disait de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Le mariage a eu lieu au Waverly Country Club, le même dont mon père était membre depuis 25 ans. Des lustres en cristal pendaient au plafond voûté. Des roses blanches cascadaient sur chaque surface. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi alors que 200 invités discutaient, une coupe de champagne à la main. Je portais une robe bleu marine simple, élégante mais sobre. Je n'étais pas là pour attirer l'attention. J'étais là pour observer. Mon père m'a repéré dès que je suis entré. J'ai vu ses yeux se poser sur moi à l'autre bout de la pièce, enregistrer ma présence, puis... rien. Il s'est retourné vers l'associé avec qui il discutait, comme si j'étais une étrangère qu'il avait croisée du regard par accident. Pendant les 3 heures suivantes, il ne m'a pas adressé la parole une seule fois. Je me suis déplacé dans la réception comme un fantôme. J'ai félicité Derek et son épouse. J'ai serré ma mère dans mes bras, elle qui a pleuré, m'a serré les mains et a murmuré « Tu es si belle », avant que mon père ne l'appelle et qu'elle ne retourne précipitamment à ses côtés. J'ai souri à des cousins qui me regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Et j'ai écouté. Je me suis posté près de la table de mon père pendant l'heure du cocktail, assez près pour entendre, mais assez loin pour ne pas être remarqué. Un de ses amis, un homme que je ne reconnaissais pas, a fait un geste vers moi. « Howard, n'est-ce pas ta fille ? Celle qui… » Ah, oui. La voix de mon père était fluide, entraînée. Elle va un peu mieux ces temps-ci. Toujours instable, mais nous gardons espoir, les médecins disent qu'avec le bon traitement. Quel dommage, a dit l'ami. Elle a l'air si normale. C'est ça le problème avec les maladies mentales, a dit mon père d'un ton grave. On ne peut pas toujours s'en rendre compte de l'extérieur. Je suis resté parfaitement immobile, ma coupe de champagne à la main, laissant ses paroles me traverser. Je savais intellectuellement ce qu'il racontait. Mais l'entendre mentir sur moi alors que je me tenais à 5 mètres de là, était une toute autre expérience. C'est alors que j'ai senti une main sur mon coude. Je me suis retourné pour trouver Derek. Iris, a-t-il chuchoté, jetant un regard nerveux vers notre père. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment faire pour qu'il arrête. Est-ce que tu le crois, ai-je demandé calmement. Ce qu'il dit de moi. Les yeux de Derek se sont baissés vers le sol. C'était une réponse suffisante. Vers la fin de la réception, ma mère m'a trouvé. Le gâteau avait été coupé, le bouquet lancé, et les invités commençaient à se diriger vers la sortie. Je me tenais seul près des portes du jardin, regardant le soleil se coucher sur le terrain de golf, quand j'ai senti sa main glisser dans la mienne. « Viens avec moi », a-t-elle murmuré. « Vite ». Elle m'a conduite à l'extérieur, au-delà de la roseraie, vers un coin tranquille de la terrasse où personne ne pouvait nous voir. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait dans sa pochette et en sortait un petit objet noir. Une clé USB. « Prends ça », a-t-elle dit, en la pressant dans ma paume. « Ne laisse pas ton père savoir que je te l'ai donné. » Je l'ai fixé. « Qu'est-ce que c'est ? » Tout. Sa voix s'est brisée. Chaque email qu'il a envoyé à ton sujet. Chaque SMS. Chaque mensonge qu'il a raconté à ses amis, à ses partenaires, à notre famille. J'ai tout copié. Maman. Je ne parvenais pas à assimiler ce qu'elle me disait. Comment as-tu pu avoir accès à ? Je connais ces mots de passe depuis des années. Il ne sait pas que je les connais. Elle a ri amèrement. Il pense que je suis trop stupide pour les deviner. Mais je t'ai regardé, Iris, pendant 10 ans. J'ai regardé ce qu'il faisait à ton nom. Et je. Sa voix s'est étranglée. Je ne pouvais pas l'arrêter. J'avais trop peur.
Mais je pouvais faire ça. J'ai regardé le petit morceau de plastique dans ma main. 10 ans de mensonges. 10 ans de destruction systématique de ma réputation. Tout était documenté. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Les yeux de ma mère étaient humides. Parce que j'ai vu son visage quand tu es entré aujourd'hui. Il ne t'a même pas regardé, sa propre fille. Et j'ai pensé. Elle a essuyé sa joue. J'ai pensé que, peut-être, un jour, tu pourras utiliser ça pour que les gens voient la vérité, même si moi, je n'en suis pas capable. Je l'ai serré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Merci, maman, ai-je murmuré. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je n'ai ouvert la clé USB que 3 jours plus tard, de retour à Chicago. Je me disais que j'avais besoin de temps pour me préparer. En réalité, j'étais terrifié par ce que j'allais y trouver. C'était un dimanche soir. Je me suis servi un verre de vin que je n'ai pas bu, je me suis assise à mon bureau et j'ai branché la clé sur mon ordinateur. Il y avait plus de 50 fichiers, des emails, des captures d'écran de SMS, des journaux de conversation du groupe familial qui m'avaient exclu 10 ans plus tôt. Tout était organisé par date, commençant 2 mois après mon départ. Je les ai lus un par un, et à chaque fois, le couteau s'enfonçait plus profondément. Iris fait une nouvelle crise. S'il vous plaît, n'essayez pas de la contacter directement. Cela ne fait qu'aggraver les choses. Nous avons consulté 3 spécialistes différents. Ils disent tous la même chose. Elle refuse le traitement. Cela me brise le cœur de dire cela, mais ma fille ne peut pas fonctionner dans une société normale. Nous avons tout essayé. Et puis, j'en ai trouvé un qui m'a coupé le souffle. C'était un email envoyé il y a 5 ans à un homme nommé Robert Chen. Je reconnaissais ce nom. C'était un promoteur immobilier avec qui mon père avait travaillé, quelqu'un qui m'avait approché pour un projet majeur au début de ma carrière. J'avais été si excité. Cela aurait pu être ma première grande opportunité. Le contrat était tombé à l'eau au dernier moment. Robert m'avait dit qu'il y avait des soucis de budget et qu'ils avaient décidé de prendre une autre direction. L'email de mon père disait, « Robert, je sais que tu envisages d'embaucher ma fille pour le projet Parkview. Je te le dis en tant qu'ami, ne le fais pas. Elle n'est pas stable. Elle a de graves problèmes de santé mentale qu'elle refuse d'affronter. Si tu l'intègres à ce projet, tu le regretteras. Je te dis cela parce que je tiens à toi et que je ne veux pas voir ta réputation entachée. » J'ai refermé mon ordinateur et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Il ne s'était pas contenté de mentir sur moi. Il avait activement saboté ma carrière. Une semaine plus tard, j'ai déjeuné avec Eleanor. Je n'avais dit à personne ce que j'avais trouvé sur la clé USB. Je la portais sur moi comme une grenade, sans savoir quoi en faire. Mais Eleanor avait été la seule constante de ma vie professionnelle depuis près de 10 ans. Si quelqu'un pouvait m'apporter une perspective, c'était bien elle. Nous étions assises dans son restaurant préféré, un endroit calme avec vue sur le lac Michigan, où le maître d'hôtel la connaissait par son nom. Je lui ai tout raconté. Le mariage, les mensonges, le projet saboté. 10 ans de destruction systématique que je ne comprenais pleinement que maintenant. Eleanor a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé son verre de vin et m'a regardé avec ses yeux gris et perçants, ce qui avait tout vu de ce que l'industrie peut infliger à une femme. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je admis. Une partie de moi veut envoyer tout ça à chaque personne à qui il a menti. Une autre veut l'appeler et hurler jusqu'à ce que ma gorge saigne. Et une autre partie est juste fatiguée qu'il occupe autant d'espace dans ma tête. Eleanor a hoché la tête lentement. Quand j'ai remporté mon premier Grand Prix, a-t-elle dit, mon père n'est pas venu. Il a raconté à tout le monde que j'avais acheté ma place dans le jury. Il disait que la seule raison pour laquelle une femme pouvait gagner, c'était si elle avait couché pour arriver au sommet. Elle a souri amèrement. J'aurais pu l'affronter publiquement, faire une scène, exiger qu'il retire ses mensonges. Qu'avez-vous fait à la place? J'ai continué à gagner. Elle s'est penchée en avant. Iris, la vérité n'a pas besoin que vous criez. La vérité a juste besoin que vous la viviez. Et si vous le faites assez bien, vous finirez par avoir une scène assez grande pour que tout le monde l'entende. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, en parlant de cela, vous êtes sur la liste finale pour le prix IDEA cette année. Je fais partie du comité de sélection.
J'ai vu votre projet. Mon cœur s'est arrêté. Le prix IDEA? La cérémonie est diffusée en direct, a-t-elle précisé. Des centaines de milliers de spectateurs. Elle a levé son verre. Je pense que votre scène arrivera plus tôt que vous ne le croyez. 6 mois plus tard, l'email est arrivé. J'étais dans mon bureau en train de réviser les plans d'un hôtel-boutique à Miami quand ma boîte de réception a émis un signal sonore. J'ai dû lire l'objet 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. IDEA Design Excellence Award nomination officielle. J'ai ouvert le message d'une main tremblante. Chère mademoiselle Mercé, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été nommée pour le prix d'excellence en design de l'Association de design d'intérieur, en reconnaissance de votre travail sur la collection Méridien Hotel. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 mars au Grand Hyatt de New York et sera diffusée en direct à la télévision et sur les plateformes de streaming en ligne. J'ai lu la suite de l'email dans un état second. Le projet Méridien. 4 hôtels de charme à travers le Midwest. Chacun conçu pour refléter le caractère unique de sa ville. 2 ans de ma vie. D'innombrables nuits blanches. Une équipe de personnes brillantes qui avaient cru en ma vision. Et maintenant, ceci. J'ai appelé Eleanor immédiatement. Je viens de recevoir l'email, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Je suis nommé. Je sais. Je pouvais l'entendre sourire au téléphone. Je vous avais dit que votre scène arrivait. Eleanor, je ne sais pas si je peux. Vous le pouvez, m'a-t-elle interrompu doucement. Et Iris, si vous gagnez, c'est moi qui vous introduirai sur scène. Tout a déjà été arrangé. J'ai raccroché et je suis resté assise sur ma chaise pendant un long moment, fixant la silhouette de Chicago par la fenêtre. La cérémonie serait diffusée en direct, des centaines de milliers de personnes regarderaient, des chefs de file de l'industrie, des journalistes, tous ceux qui comptaient dans mon domaine. J'ai pensé à la clé USB dans le tiroir de mon bureau, aux emails auxquels je n'avais jamais répondu, et à mon père, probablement assis dans son country club en train de raconter à quelqu'un de nouveau que sa fille était trop instable pour garder un emploi. Pour la première fois, je savais exactement ce que j'allais faire. Il me fallait juste attendre le bon moment. Une semaine avant la cérémonie, j'étais dans mon appartement, devant un miroir de plein-pied, vêtu de la robe. Elle était vert émeraude, fabriquée sur mesure par un ami designer qui me devait une faveur. Décolletée par les épaules, perle le long de l'encolure. Le genre de robe qui vous donne l'impression de pouvoir conquérir le monde. Je l'avais assortie à des Louis Vuitton à semelles rouges, pour lesquels j'avais économisé pendant 3 mois. J'avais 2 discours de prêt. L'un était standard, reconnaissant, professionnel, humble. Le genre de discours que l'on attend de n'importe quel lauréat. L'autre était différent. Mon téléphone a vibré. Le nom de Derek s'est affiché. J'ai froncé les sourcils. Il ne m'avait pas envoyé de message depuis presque 1 an. Iris, je viens d'apprendre que tu es nommée pour un grand prix. Félicitations. C'est incroyable. J'allais taper un simple merci quand un autre message est arrivé. Je dois te dire quelque chose. Papa organise une soirée pour regarder la cérémonie à la maison. Il a invité tous ses amis d'affaires et ses partenaires de golf. Il ne sait pas que tu es nommé. Aucun d'entre eux ne le sait. J'ai fixé l'écran. Pourquoi regarde-t-il une cérémonie de design d'intérieur? Ai-je répondu. Un de ses clients la sponsorise. Il pense que ce sera bon pour son réseau d'en discuter avec eux. Iris, il va regarder le direct avec tous les gens à qui il ment depuis 10 ans à ton sujet. Je me suis assise lentement sur le bord de mon lit. Tous. Chaque personne à qui il avait dit que j'étais mentalement instable. Chaque ami qui l'avait convaincu que je ne pouvais pas fonctionner en société. Ils allaient tous être assis dans son salon, regardant la télévision ensemble, au moment où mon nom serait appelé. Si je gagnais. Si je choisissais d'utiliser cette scène comme je l'avais envisagé. Un dernier message de Derek est arrivé, quoi que tu décides de faire, je pense qu'il est temps. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé mon reflet dans le miroir, la robe, les chaussures, la femme que j'étais devenue après 10 ans de silence. Et j'ai souri. C'est ici que je veux marquer une pause. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez marché à mes côtés à travers 10 ans de silence. Merci pour cela. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand je suis monté sur cette scène,
je suis curieuse, que diriez-vous si vous étiez à ma place? Laissez votre réponse dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir comment vous géreriez cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment, car ce qui arrive, vous ne voulez pas le manquer. La salle de bal du Grand Hyatt était encore plus spectaculaire que ce que j'avais imaginé. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient à des plafonds de 12 mètres. Des tables nappées de lin blanc s'étendaient à perte de vue. Chacune occupée par les personnes les plus influentes de mon industrie. 500 invités au total, designers, architectes, cadres, journalistes. Et au-delà de cette salle, des centaines de milliers d'autres regardant depuis leur salon, leur bureau, leur téléphone. Y compris mon père. Je me tenais dans les coulisses, ma robe émeraude captant la lumière à chaque mouvement. À travers un interstice dans le rideau, je voyais la scène, un écran massif affichant le logo de l'IDEA, un pupitre élégant où les lauréats accepteraient leur prix, et rangée après rangée de visages impatients. Nerveuse? Je me suis retourné. Eleanor était à mes côtés, resplendissante dans une tenue argentée qui s'accordait à ses cheveux. Terrifiée, ai-je admis. Elle a pris ma main. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a des années. La vérité n'a pas besoin que vous criez. Elle a juste besoin que vous la viviez. Elle m'a serré les doigts. Quoi que vous décidiez de dire là-haut, Iris, je suis fier de vous. Pas à cause de ce prix, mais à cause de la personne que vous êtes devenue. Je l'ai serré dans mes bras, avec précaution pour ne froisser aucune de nos robes. Un producteur muni d'un casque s'est approché de nous. Mademoiselle Mercé, vous êtes l'une des favorites ce soir. Soyez prête. La catégorie Excellence en design est dans 15 minutes. J'ai hoché la tête, ma gorge soudainement sèche. Quand il s'est éloigné, Eleanor s'est penchée vers moi. Je suis au courant pour votre père depuis des années, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais rien dit, car ce n'était pas mon histoire à raconter. Mais je veux que vous sachiez, quoi que vous disiez sur cette scène, je serai juste derrière vous. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. La cérémonie commençait. J'ai touché le papier plié dans ma pochette. Le discours écrit à 3 heures du matin. Les mots que j'avais attendus une décennie pour prononcer. C'était presque le moment. Et maintenant, le prix pour l'excellence en design dans le domaine du design d'intérieur commercial. J'ai regardé depuis les coulisses le présentateur, un architecte célèbre dont j'admirais le travail depuis des années, s'approcher du pupitre avec une enveloppe dorée à la main. Les nommés de cette année représentent ce que notre industrie a de mieux à offrir. Leur travail repousse les limites, défie les conventions et transforme les espaces en expériences. Il a lu les noms des nommés. 4 noms. Le mien était le dernier. Et le gagnant est. Le silence s'est fait dans la salle. 500 personnes retenaient leur souffle. Quelque part dans le Connecticut, mon père était probablement à son 2e scotch, discutant de réseautage avec ses partenaires d'affaires, totalement inconscient que le nom de sa fille s'apprêtait à remplir l'écran. Le présentateur a ouvert l'enveloppe et a souri. Iris Mercé, pour la collection Méridien Hotel. La salle a explosé. Je ne me souviens pas des premières secondes. Juste du bruit, des applaudissements, de la musique, et des mains d'Eleanor me poussant doucement vers l'avant. Puis je marchais, un pied devant l'autre, la soie émeraude bruissant contre mes jambes, le projecteur me suivant comme une créature vivante. J'ai monté les marches de la scène. Le présentateur m'a tendu le prix, une sculpture de cristal et d'argent, plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Je me suis avancé vers le pupitre, j'ai regardé ces 500 visages, tous fixés sur moi, tous en attente. Et quelque part, à travers les caméras, les câbles et les satellites, mon père regardait lui aussi. Je pouvais l'imaginer parfaitement, son salon, le grand écran plat, 6 ou 7 hommes en polo et pantalon kaki, verre à la main, mon père dans son fauteuil préféré, probablement au milieu d'une phrase sur un contrat de construction, et puis mon visage apparaissant à l'écran. J'ai imaginé le moment exact où il réaliserait. Le sang quittant son visage, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres, ses amis se tournant vers lui. « N'est-ce pas ta fille, Howard? Celle que tu disais être mentalement instable ?» J'ai agrippé le pupitre, j'ai regardé directement la caméra, et j'ai commencé à parler. Merci à l'IDEA. Merci à mon équipe incroyable qui a donné vie à cette vision. Et merci à mon mentor, Eleanor Vance, qui a cru en moi quand je n'avais rien. J'ai marqué une pause,
laissant les applaudissements s'éteindre. Mais il y a autre chose que je dois dire. La salle est devenue totalement immobile. 500 personnes me fixaient. La lumière rouge de la caméra clignotait régulièrement. Des centaines de milliers d'autres regardaient depuis chez eux. J'ai pris une inspiration. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi au cours des 10 dernières années, ai-je dit. Tous ceux qui m'ont donné ma chance. Tous ceux qui ont regardé mon travail et ont vu mon potentiel, au lieu de faire des suppositions sur qui j'étais. J'ai sorti le papier plié de ma pochette. Je veux vous remercier, car mon propre père a passé ces mêmes 10 années à raconter à quiconque voulait l'entendre que j'étais mentalement instable. Il disait que je ne pouvais pas garder un emploi, que j'étais un fardeau pour ma famille et que je refusais de me soigner. Une rumeur a parcouru la foule. J'ai vu des regards confus, des sourcils levés. J'ai continué. Pendant 10 ans, je suis restée silencieuse. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais que les mots seuls ne suffiraient pas. Je savais que j'avais besoin de preuves. Des preuves qu'il avait tort à mon sujet. La preuve que j'étais capable de bâtir une vie selon mes propres termes. J'ai déplié le papier. Voici un email que mon père m'a envoyé il y a 10 ans, quand je lui ai demandé de l'aide pour payer mes études. Ces mêmes études qu'il avait déjà entièrement financées pour mon frère. Je veux vous le lire exactement comme il l'a écrit. Le silence était total. Je pouvais entendre battre mon propre cœur. Iris, tu es née fille. C'est la réalité. Tu n'as pas le droit d'exiger ce qui appartient à ton frère. Derek est l'avenir de cette famille. Toi, tu n'es qu'un élément destiné à être donné à une autre famille. Ne me recontactez pas, à moins que tu ne sois prête à t'excuser pour m'avoir humilié devant tout le monde. J'ai replié le papier et j'ai levé les yeux. Je ne me suis pas excusé. Je suis parti. Et à partir de ce jour-là, mon père a raconté à tout le monde que j'étais malade mental pour expliquer pourquoi sa fille avait disparu de sa vie. J'ai regardé directement l'objectif de la caméra. Papa, si tu regardes, et je sais que tu regardes, voici ma réponse. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas un fardeau. Si je me tiens sur cette scène, c'est parce que je l'ai mérité. Et la seule chose qui n'allait pas chez moi, c'était d'être née fille dans une famille qui croyait que les filles ne valaient pas la peine qu'on investisse en elles. J'ai brandi le prix de cristal. Ce n'est pas une vengeance. C'est simplement la vérité. Et la vérité n'a pas besoin que je crie. Elle avait juste besoin que je la vive. La première personne à se lever fut Eleanor. Puis une autre, puis une autre. En quelques secondes, la salle entière était debout, les applaudissements tonnant à travers la pièce. Et quelque part, dans le Connecticut, je savais que le téléphone de mon père commençait à sonner. Je ne me souviens pas être descendu de scène. Je me rappelle qu'Eleanor m'a rattrapé dès que j'ai passé le rideau, ses bras m'entourant si fort que je pouvais à peine respirer. Je l'entends encore dire, « Tu l'as fait. Tu l'as fait, Iris. » Encore et encore. Mon téléphone, mis en sourdine pour la cérémonie, s'illuminait de notifications incessantes, les messages affluaient si vite que l'écran ne pouvait plus suivre. Un producteur s'est approché de nous, les yeux écarquillés. Mademoiselle Mercé, le clip est déjà viral. Nous recevons des demandes de nombreux médias. Voulez-vous? Pas d'interview, ai-je répondu. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Ce que j'ai dit sur scène est tout ce que j'avais à dire. Je ne veux plus parler de mon père. Je veux parler de mon travail. Le producteur a hoché la tête et a disparu. Dans la salle, j'entendais la cérémonie se poursuivre, l'annonce de la catégorie suivante, des applaudissements polis, mais l'énergie avait changé. Les gens jetaient sans cesse des coups d'œil vers les coulisses. Partout, les téléphones étaient sortis, les écrans brillant d'un bleu pâle dans la pénombre. En 30 minutes, le clip avait atteint 100 000 vues. Eleanor me le montrait sur sa tablette, faisant défiler les commentaires, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires, des milliers d'autres interpellant leurs amis et leurs familles. Le mot-clic Iris Mercé grimpait dans les tendances. Vous devriez voir ce qui se passe sur Twitter, s'est exclamé un membre de mon équipe, essoufflé, c'est partout. Mais je ne pensais pas à Twitter. Je pensais à un salon dans le Connecticut, à un homme dans un fauteuil entouré de ses partenaires de golf et d'affaires, ces mêmes personnes à qui il avait menti pendant 10 ans au sujet de sa fille instable.
J'imaginais Richard Callaway se tournant vers mon père, la confusion peinte sur le visage. Howard, c'est ta fille? Celle dont tu disais qu'elle ne pouvait pas garder un emploi? Elle vient de gagner le prix le plus prestigieux de son industrie. J'imaginais le téléphone de mon père sonner et sonner encore. Pour la première fois en 10 ans, ce n'était pas moi qui avais besoin de me justifier. 48 heures plus tard, la vidéo comptait 3 millions de vues. J'ai regardé ce chiffre grimper depuis mon appartement à Chicago, rideau tiré, téléphone en mode silencieux. Tous les journaux du pays voulaient une interview. Toutes les émissions du matin me voulaient sur leur plateau. Ma boîte de réception était tellement inondée que mon assistante a dû créer un dossier séparé pour gérer les demandes des médias. J'ai dit non à tout le monde. Le discours disait tout ce que j'avais besoin de dire, ai-je expliqué à mon attaché de presse. Je ne veux pas devenir célèbre pour mes drames familiaux. Je veux être reconnu pour mon travail. Les articles se sont écrits tout seuls malgré tout. Une designer primée expose les 10 ans de mensonges de son père en direct à la télé. Le discours viral d'Iris Mercé. La vérité n'a pas besoin que je crie. L'email qui a tout déclenché. Le voyage de 10 ans d'une femme vers la justice. Les sections commentaires étaient bouleversantes. Des milliers de personnes partageaient leurs propres récits de dévalorisation ou de rejet par leur famille. Des milliers d'autres identifiaient leur propre père, mère ou frère qui leur avait dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. J'étais devenu un symbole de quelque chose que je n'avais pas cherché à représenter. Dès le 2e jour, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, des parents qui m'avaient coupé, des amis de la famille qui avaient cru aux mensonges de mon père, d'anciens collègues à qui l'on avait conseillé de m'éviter. Les excuses arrivaient par vagues. Iris, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. J'aurais dû remettre en question ce que Howard m'avait dit. Je me sens terriblement mal. Toutes ces années, j'ai cru que tu étais en difficulté. J'aurais dû te contacter. Je n'aurais jamais dû le croire. Peux-tu me pardonner? J'ai lu chaque message. Je n'ai pas répondu à la plupart, mais un message s'est détaché d'une adresse email que j'avais presque oubliée. Robert Chen, le promoteur qui avait annulé le contrat il y a 5 ans, celui que mon père avait saboté. Iris, je vous dois bien plus que des excuses. Je vous dois une explication et une conversation, si vous y consentez. J'ai fixé son message pendant longtemps. Puis j'ai écrit en retour, je vous écoute. Je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé au club. Derek me l'a raconté plus tard. Une semaine après la cérémonie, Richard Callaway, l'ami le plus proche de mon père depuis 20 ans, a demandé une réunion, non pas au bureau de mon père, ni chez lui, mais au Waverly Country Club. Dans la salle à manger privée où les affaires se concluaient et les réputations se bâtissaient ou se détruisaient. 4 hommes attendaient quand mon père est arrivé, Richard, James Monroe, David Foster et Tom Patterson, le père d'Amanda, devenu le beau-père de mon frère. Tous étaient présents à la soirée le soir de mon discours. Tous avaient passé des années à écouter les récits de mon père sur sa tragique fille malade mentale. « Assieds-toi, Howard » a dit Richard. Sa voix était glaciale. Mon père s'est assis. Selon Derek, qu'il a appris de Richard lui-même, mon père a tenté de garder le contrôle du récit dès le premier instant. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, a commencé mon père, vous devez comprendre que ce discours a été sorti de son contexte. L'email qu'elle a lu datait d'une période très difficile. Elle déforme tout pour Howard. Richard a brandi son téléphone. Tu m'as envoyé ce SMS il y a 3 ans. Je vais te le lire, ne t'occupe pas d'Iris. Elle est instable, ne peut pas garder d'emploi, et la famille a tout essayé. Prie pour elle. Le visage de mon père a blêmi. Et celui-là, a continué Richard, en faisant glisser son doigt sur une autre capture d'écran, tu l'as envoyé à tout le groupe de discussion après son départ, s'il vous plaît, ne contactez pas Iris directement. Elle est dans un état mental fragile et la moindre stimulation pourrait la faire basculer. Nous avons consulté des spécialistes. C'est très sérieux. Tu nous as menti, a dit David Foster calmement. Pendant 10 ans. Elle était à la télévision en direct, Howard, a ajouté Tom Patterson. Je l'ai vue accepter ce prix. Elle n'est pas malade mentale. Elle est accomplie, talentueuse. Tout ce que tu as dit était l'opposé de la vérité. Pourquoi infligerais-tu cela à ta propre fille?
Mon père, selon Derek, n'a eu aucune réponse. Pour la première fois de sa vie, Howard Mersey n'avait rien à dire. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des sourires crispés, mais le message était clair, les hommes qui lui avaient fait confiance pendant des décennies le voyaient désormais autrement. Et ce n'était que le début. Ma mère m'a appelé un dimanche matin, 2 semaines après la cérémonie. J'étais assise sur mon canapé avec une tasse de café, regardant le lever du soleil sur le lac Michigan. Mon téléphone a sonné avec son nom à l'écran. Mais quelque chose était différent. Elle ne chuchotait pas. Elle n'attendait pas que mon père quitte la maison. « Iris » a-t-elle dit quand j'ai répondu. « J'ai regardé ton discours. »« Je sais, maman. » Je l'ai regardé 17 fois. Sa voix s'est brisée. « Je t'ai vu debout là-haut, dire cette vérité que j'ai eu trop peur de dire pendant 35 ans. Et je suis tellement, tellement fier de toi. » J'ai senti des larmes me piquer les yeux. « Maman. Ton père ne m'a pas adressé la parole depuis une semaine, » a-t-elle continué. « Il m'en veut, bien sûr. Il dit que c'est forcément moi qui t'ai donné ces emails. Que j'ai dû t'aider à planifier tout ça. Il m'a hurlé dessus pendant 3 heures la nuit qui a suivi la cérémonie. Mon emprise sur le téléphone s'est raffermie. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en sécurité? Je vais beaucoup mieux que bien. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de nouveau dans la voix de ma mère. Quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, de la force. J'ai contacté un avocat, a-t-elle annoncé. Je demande une séparation légale. Après 36 ans, je fais enfin ce que j'aurais dû faire quand il t'a jeté dehors. Maman. Je ne trouvais pas les mots. Je sais qu'il est trop tard pour réparer ce qui t'est arrivé. Je sais que j'ai échoué dans mon rôle de mère, mais j'ai 59 ans et je viens de réaliser que je n'ai jamais pris une seule décision par moi-même de toute ma vie d'adulte. Je ne vais pas mourir comme ça, Iris. Je ne vais pas laisser le dernier chapitre de mon histoire raconter que j'ai eu trop peur de partir. Nous pleurions toutes les deux à ce moment-là. Je suis fier de toi aussi, maman, ai-je chuchoté. Je commence une thérapie la semaine prochaine, a-t-elle ajouté. C'est la première fois de ma vie. Et j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une galerie au centre-ville. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est à moi. C'est à toi, ai-je répété. C'est tout ce qui compte. Derek et moi avons eu notre première véritable conversation un mois après la cérémonie. Pas un SMS, pas un échange bref lors d'un événement familial où il était trop nerveux pour dire plus de quelques mots. Une vraie conversation, face à face, par appel vidéo. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, fatigué. Mais son regard était plus clair, comme s'il avait cessé de se cacher. J'ai besoin de dire quelque chose, a-t-il commencé. Et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre. J'ai hoché la tête. Je savais que ce que papa disait de toi était faux. Je le savais depuis des années. Je l'ai entendu raconter ces histoires lors de dîners, au golf, à tous ceux qui lui posaient des questions sur toi, et je n'ai jamais dit un mot. Il a pris une inspiration tremblante. Parce que dire quelque chose aurait signifié admettre que je bénéficiais de ta souffrance. Que tout ce que j'avais, les frais de scolarité, la voiture, le chemin facile se faisait à tes dépens. Je ne voulais pas affronter cela. Derek. Laisse-moi finir. Sa voix a craqué. J'ai été un lâche, Iris. J'ai été un lâche, et je suis désolé. Je ne peux pas effacer la dernière décennie. Je ne peux pas te rendre les années où tu as lutté seul. Mais je peux te promettre que je vais être quelqu'un de meilleur. Pas seulement en parole, mais en acte. Je suis resté pensive un instant. J'apprécie que tu dises cela, ai-je fini par répondre. Mais tu as raison. Les mots ne suffisent pas. J'ai besoin de voir ce que signifie être meilleur avant de pouvoir te faire confiance. Je comprends. Il s'est arrêté. J'ai commencé à voir un thérapeute, pour la première fois. Elle m'aide à comprendre que papa ne t'a pas seulement blessé, toi. Il m'a blessé aussi, différemment. La pression d'être parfait, l'amour conditionnel, la façon dont on m'a appris que ma valeur dépendait de mon image de bon enfant. Ça n'excuse pas ce que tu n'as pas fait. Non, ça ne l'excuse pas. Il a croisé mon regard à travers l'écran. Mais ça m'aide à comprendre pourquoi j'avais si peur de le faire. J'ai hoché la tête lentement.
Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Encore une chose, a dit Derek. Amanda est enceinte. C'est une fille. Il a dégluti difficilement. Je vais m'assurer qu'elle ne ressente jamais, au grand jamais, ce que papa t'a fait ressentir. C'est une promesse que je me fais à moi-même, et que je te fais à toi. Un mois après la cérémonie, un email de mon père est apparu dans ma boîte de réception. J'ai fixé le nom de l'expéditeur pendant un long moment avant de l'ouvrir. Howard Mersey. La première communication directe de sa part depuis 10 ans, depuis l'email que j'avais lu à la télévision nationale. J'ai cliqué. Iris, ce que tu as fait lors de cette remise de prix est une trahison envers cette famille que je ne pardonnerai jamais. Tu as exposé des affaires privées au monde entier, purement pour m'humilier. Tu as endommagé ma réputation, mes relations professionnelles et le nom de la famille Mersey. Un nom que j'ai bâti sur 40 ans de travail acharné. Je ne sais pas qui t'a poussé à faire ça ou ce que tu espérais y gagner, mais tu dois comprendre une chose, tout ce que j'ai dit sur toi était pour ta propre protection. J'essayais de gérer une situation difficile du mieux que je pouvais. Le fait que tu aies transformé cela en une sorte de fantasme de vengeance publique me prouve que tu es toujours aussi instable que tu l'as toujours été. J'attends une rétractation publique. J'attends que tu fasses une déclaration clarifiant le fait que tu as exagéré et sorti mes propos de leur contexte. Si tu fais cela, nous pourrons discuter de la suite pour notre famille. Ton père, Howard Mersey, PDG de Mersey Construction. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai écrit ma réponse. Papa, c'est le dernier email que je t'enverrai. Je ne t'ai pas humilié. Tu as passé 10 ans à t'humilier toi-même en mentant sur ta propre fille. J'ai simplement dit la vérité. Si la vérité t'embarrasse, ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Je ne ferai aucune rétractation, car il n'y a rien à rétracter. Chaque mot que j'ai prononcé était exact. J'ai les preuves pour le confirmer. Tu as eu 10 ans pour t'excuser. Tu as eu 10 ans pour m'appeler, pour me tendre la main, pour admettre que ce que tu as fait était mal. Au lieu de cela, tu as maintenu ton mensonge à chaque occasion. Je ne te hais pas. Je ne te souhaite aucun mal. Mais je ne te dois rien non plus. Ni explication, ni rétractation, et certainement pas mon silence. Ce chapitre est clos. S'il te plaît, ne me contacte plus. Iris. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué son adresse email, son numéro de téléphone, et tous les autres moyens par lesquels il pourrait essayer de m'atteindre. Derek m'a dit plus tard que mon père avait transféré ma réponse à plusieurs amis, l'accompagnant de ses propres commentaires sur mon état déséquilibré, mais cette fois, personne ne lui a donné raison. La vérité avait parlé, et elle n'avait plus besoin de moi. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent de savoir si mon père s'est déjà excusé. J'ai attendu cela aussi, pendant longtemps. J'ai cru pendant des années que s'il disait simplement un pardon, je pourrais enfin guérir. Mais j'ai appris une chose importante, ma guérison n'a jamais dépendu de ses excuses. Elle ne le pouvait pas, parce que certaines personnes n'admettront jamais qu'elles ont eu tort. Et je ne pouvais pas placer ma paix intérieure entre leurs mains. Si vous attendez que quelqu'un change pour vous autoriser à avancer, j'espère que mon histoire vous donnera la permission de cesser d'attendre. Et si cela résonne en vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. 3 mois après la cérémonie, j'ai fait le bilan de ce qui avait changé. Les chiffres étaient concrets désormais, mesurables, le genre de conséquences qui ne peuvent pas être effacées par de simples paroles ou un nouveau récit. 2 contrats majeurs de Mersey Construction ont été dissous discrètement. Des partenaires qui travaillaient avec mon père depuis plus d'une décennie ont soudainement trouvé des raisons d'explorer d'autres options. La valeur combinée, selon les estimations de l'industrie, avoisinait les 850 000 €. L'organisation caritative où mon père siégeait au conseil d'administration depuis 15 ans a publié un communiqué de presse soigneusement formulé concernant la restructuration de sa direction. Son nom était notablement absent de la nouvelle liste. Le Waverly Country Club, sa seconde maison depuis 25 ans, lui permettait techniquement de rester membre, mais Derek m'a dit que mon père avait cessé d'y aller. L'atmosphère avait changé, disait-il. Les vieux amis traversaient la salle à manger pour l'éviter quand ils le voyaient arriver. Les invitations au golf ont cessé de tomber. Et au sein même de Mersey Construction, quelque chose de subtil mais de significatif s'était produit. Le conseil d'administration, ces gens qui avaient fait confiance au jugement de mon père implicitement pendant des décennies,
a commencé à faire passer les décisions majeures par Derek à la place. Mon père était encore techniquement le PDG, mais il était lentement, silencieusement, poussé vers la sortie. Rien de tout cela n'était le résultat d'une action en justice ou de conséquences formelles. C'était simplement ce qui arrivait lorsqu'une communauté découvrait que l'un de ses membres les plus respectés mentait sur sa propre fille depuis 10 ans. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. Je n'ai pas fêté ces événements. Je ne me suis pas senti vengé en regardant le monde de mon père s'écrouler. Surtout, je me sentais fatigué. Fatigué d'une histoire dont je n'avais jamais voulu faire partie. J'avais passé 10 ans à bâtir une carrière pour prouver que je n'étais pas ce qu'il disait. Maintenant, je voulais passer le reste de ma vie à être simplement moi-même. Le prix était posé sur une étagère dans mon bureau. Je le regardais rarement. Le discours avait rempli son rôle. Il était temps de passer à autre chose. 1 an plus tard, je suis devenu associé au sein du cabinet. Cette promotion n'était pas due au discours viral ou à l'attention des médias, dont j'avais travaillé dur pour me distancier, mais au travail que j'avais accompli durant les 12 mois écoulés, 3 nouveaux projets d'hôtel. La rénovation d'un théâtre historique qui avait fait la couverture d'Architectural Digest. Une réputation bâtie sur le talent, pas sur le traumatisme. Mon nouveau bureau offrait une vue sur le lac Michigan, avec des fenêtres du sol au plafond. Mon nom était gravé sur la porte vitrée, Iris Mercé, associé. Pour mon premier jour dans ce bureau, j'ai accroché 2 choses au mur. La première était le prix IDEA, pas de manière ostentatoire, juste sur une étagère près de la fenêtre où la lumière frappait le cristal. La seconde était une petite peinture qu'Eleanor m'avait offerte lors de son départ à la retraite, le mois précédent. C'était une aquarelle de la silhouette de Chicago au coucher du soleil. Au dos, elle avait écrit « Pour Iris », qui a parcouru tout le chemin sur ses 2 propres jambes. Avec amour, Eleanor. J'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes designers issus de milieux difficiles. Une fois par mois, je rencontrais des étudiants qui payaient leurs études comme je l'avais fait, avec des bourses, des prêts et des petits boulots, des familles qui ne les soutenaient pas, et des rêves que l'on disait trop grands. Vous n'avez pas besoin de venir de la bonne famille pour bâtir la bonne carrière, leur disais-je. Vous devez simplement être prêt à travailler plus dur que tous ceux qui ont douté de vous. Je ne parlais pas de mon père lors de ces séances. Je ne leur racontais pas mon histoire. Je leur montrais simplement ce qui était possible. Les demandes d'interview arrivaient encore occasionnellement, offres de livres, passages dans des podcasts. Parlez-nous du discours qui est devenu viral. Je les ai toutes déclinées. Je ne veux pas être célèbre pour les échecs de ma famille, ai-je dit à mon assistante. Je veux être connu pour mes propres succès. Elle a compris. Tout le monde a fini par comprendre. Iris Mercé, associée, designer, mentor. Et non pas Iris Mercé, la femme qui a dénoncé son père en direct à la télévision. C'était là la véritable victoire pour laquelle je travaillais depuis le début. J'ai rendu visite à ma mère pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, par un samedi chaud de septembre. Son nouvel appartement ne ressemblait en rien à la maison où j'avais grandi. Pas de lustre en cristal, pas de meubles importés, aucune trace de mon père. C'était petit, juste une chambre, une cuisine étroite, un salon avec des fenêtres donnant sur une rue calme. Mais c'était à elle. Vraiment, véritablement à elle. J'ai fait la décoration moi-même, a-t-elle dit un peu nerveusement en me faisant faire le tour du propriétaire. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... C'est magnifique, maman. Et c'était vrai. Il y avait des plantes partout, des poteaux retombant des étagères, un figuier lyre dans un coin, des succulentes alignées sur les rebords de fenêtres. Il y avait des œuvres d'art sur les murs qu'elle avait choisies, elle, et non mon père. Des photos dans des cadres, dont une de moi lors de ma remise de diplôme universitaire, un événement auquel mon père avait refusé d'assister. J'ai commencé ce travail à temps partiel à la galerie dont je t'avais parlé, a-t-elle dit en nous servant du thé. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais la propriétaire m'apprend l'histoire de l'art. Je ne savais pas que j'aimerais autant apprendre à mon âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer, ai-je dit. Elle a souri. Un vrai sourire, pas celui forcé et théâtral que j'avais vu pendant des années lors des dîners de famille. Ma thérapeute dit la même chose. Est-ce que je t'ai dit que j'étais en thérapie maintenant? C'est la première fois de ma vie. Tu l'as mentionné. Comment ça se passe? C'est dur.
Elle a serré sa tasse entre ses mains. J'apprends que j'ai passé 36 ans à avoir peur. Peur de ton père, peur des conflits, peur d'être seul. J'ai 59 ans et je suis seulement en train de découvrir qui je suis. J'ai tendu la main sur la table pour prendre la sienne. Ce n'est pas un échec, maman. C'est courageux. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'aurais dû être courageuse pour toi, Iris. Quand tu avais 22 ans et qu'il t'a mise dehors, j'aurais dû. Tu le es maintenant, ai-je dit doucement. C'est ce qui compte. Nous sommes restés assis ensemble dans son petit appartement chaleureux, à boire du thé et à discuter de choses sans importance. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'avoir à nouveau une mère. Je n'ai pas reparlé à mon père depuis l'envoi de ce dernier email. Par Derek, j'entends des bribes de sa vie actuelle. Le tableau n'est pas beau à voir. Il raconte encore à qui veut l'entendre que je l'ai trahi, que j'ai été manipulé, que l'email était sorti de son contexte, qu'il a été un bon père qui a tout fait correctement, et que sa fille ingrate a détruit sa réputation sans raison. De moins en moins de gens l'écoutent. Son cercle s'est réduit à une poignée de connaissances qui, soit ne connaissent pas toute l'histoire, soit s'en moquent. Les partenaires commerciaux qui autrefois sollicitaient son avis passent désormais leurs appels à Derek. Les amis du country club qui riaient autrefois à ses blagues se souviennent maintenant d'engagements préalables lorsqu'il suggère de se voir. Ma mère l'a quitté. Sa fille ne lui parle plus. Son fils maintient une distance professionnelle prudente. À tous égards, Howard Mersey est un homme diminué. Je ne ressens pas de joie face à cela. Je ne me sens pas justifié. Je ne ressens plus grand-chose, à vrai dire. J'ai passé tant d'années à vouloir qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, qu'il s'excuse, qu'il change. J'ai dû accepter que rien de tout cela n'arriverait. Certaines personnes n'admettent jamais leur tort. Certaines personnes s'en vont dans la tombe en croyant à leurs propres mensonges. Mon père, je pense, sera l'une d'entre elles. Mais voici ce que j'ai appris, ma paix ne dépend pas de sa transformation. Ma guérison n'exige pas ses excuses. J'ai gâché trop d'années à attendre qu'il devienne quelqu'un d'autre. J'ai cessé d'attendre maintenant. J'espère que, quelque part au fond de lui, il trouvera sa propre paix un jour. Mais qu'il y parvienne ou non, ce n'est plus mon problème. J'ai une vie à mener, et c'est une belle vie. Derek et moi nous voyons une fois par mois maintenant. Il prend l'avion pour Chicago pour ses affaires, et nous dînons dans un restaurant calme près de mon appartement. Nous ne parlons pas beaucoup de notre père. Nous parlons du travail, de la vie, de l'avenir. Surtout, nous parlons de sa fille. Elle est née 7 mois après la cérémonie, une petite fille avec les yeux de Derek et le menton têtu d'Amanda. Il l'a nommée Grace. Je pense souvent à ce que tu as dit, m'a confié Derek un soir, en me montrant des photos sur son téléphone. Grace en grenouillère, Grace dans sa poussette, Grace dormant dans ses bras, son minuscule poing serré autour de son doigt. Ce que j'ai dit à propos de quoi? À propos du fait d'être meilleur. De le montrer par des actes, pas par des paroles. Il a fait défiler une autre photo. Chaque fois que je la tiens, je pense à la façon dont papa t'a fait te sentir en grandissant. À la manière dont il t'a fait croire que tu valais moins parce que tu étais une fille. Et je me promets que je ne lui ferai jamais subir cela. C'est une belle promesse. Je vais la tenir. Il a levé les yeux vers moi. Je ne le fais pas pour gagner ton pardon, Iris. Je sais qu'il ne viendra peut-être jamais, et je comprends pourquoi. Je le fais parce que c'est juste, parce que je ne veux pas être la personne que j'étais. J'ai regardé mon petit frère, qui n'était plus si petit, devenu père à son tour, essayant de briser un cycle qui nous avait blessés tous les deux de différentes manières. Je suis fier de toi, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Nous n'avons pas la relation que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Trop de temps a passé. Trop de dégâts ont été causés. Mais nous avons quelque chose. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce que cela aurait pu être, mais c'est à nous. Parfois, lors de soirées calmes, je me tiens à la fenêtre de mon bureau et je regarde le coucher de soleil sur Chicago. La silhouette de la ville devient dorée, puis orange, puis d'un violet profond. Le lac reflète la lumière comme un miroir. Sur mon étagère, le prix IDEA capte les derniers rayons du jour, le cristal scintillant. Sur le mur derrière moi, le tableau d'Eleanor. Sur mon bureau,
une photo de mes stagiaires de la promotion de l'année dernière, 12 jeunes designers qui bâtissent maintenant leur propre carrière. Et quelque part dans ma mémoire, il y a toujours cette fille de 22 ans debout sous la pluie, avec une valise déchirée et 47 € en poche. Je ne déteste plus cette fille. Pendant des années, j'ai eu honte d'elle. Honte qu'elle ait eu besoin d'aide. Honte qu'elle ait demandé. Honte d'avoir été rejetée si brutalement. Mais maintenant, je comprends. Elle a survécu. Elle a enduré. Elle a construit quelque chose à partir de rien. Elle est devenue moi. Mon père disait que je n'avais aucune valeur. Il disait que je n'arriverais jamais à rien. Il disait qu'être née fille me rendait moins précieuse que mon frère, moins digne d'investissement, moins méritante de soutien. Il avait tort. Non pas parce que je lui ai prouvé le contraire, même si je l'ai fait. Mais parce qu'il avait tort dès le début. J'ai toujours eu de la valeur. J'ai toujours été assez. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai fini par le croire. Si vous écoutez cette histoire et que vous y reconnaissez une partie de vous-même, si l'on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez bien, si des gens censés vous aimer ont menti sur votre compte, si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez continuer à vous battre. Je veux que vous sachiez une chose, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Votre guérison ne dépend pas d'excuses qui pourraient ne jamais arriver. Et votre succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de vous prouver que vous avez raison. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'espère que vous retiendrez de tout cela. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez et abonnez-vous si vous voulez en entendre davantage, et laissez-moi un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Je suis toujours à l'écoute. On se retrouve dans la prochaine vidéo.